C'est la couverture de l'Express de cette semaine qui vient de sortir. Renault, un monument en péril. Voilà, vous la voyez. Enquête très fouillée avec des scoops et des révélations. Évidemment, il fallait en parler. Bonjour à tous les deux. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, donc rédactrice en chef adjointe à l'Express. Et bonjour Laurent Léger. Bonjour. Chef du service investigation de l'hebdomadaire. Alors, quand on voit là, les images, là, dis donc, Renault, c'est le Titanic. Vous y allez fort là, non? Ça ressemble au Titanic, votre couverture, la Béatrice, non? Oh, Il faut vendre. Hein. Le Titanic, non, mais effectivement, une entreprise qui est en pleine tourmente, effectivement, depuis des mois. Et il ne faut pas imaginer que les chiffres, évidemment, les chiffres vont être publiés le 14 février prochain, sans doute très bons. Mais c'est l'effet de traîne. Et dans une industrie comme l'automobile, 6 mois ou 1 an de retard que vous prenez dans les projets que vous lancez, ça se paye très cher 5 ans après. Ouais. Et on sait bien que depuis déjà 2 mois, l'alliance est totalement bloquée. Les choses sont vraiment au point mort dans les grands projets stratégiques. Et effectivement, si le courant ne repart pas, si les liens ne se resserrent pas entre Nissan et Renault, ça risque de se payer très cher en termes de stratégie industrielle. Oui, même si dans un moment où, en plus, l'industrie automobile, le marché se retourne, et puis on a ce grand mur d'investissement pour le véhicule autonome et la voiture électrique. Voilà. Alors nous, ce qu'on a envie de savoir, évidemment, c'est les révélations. C'est une enquête au long cours. Voilà. Dans le désordre, il y a le rôle de cette filiale, enfin de plusieurs filiales néerlandaises. Alors j'ai découvert ZIA, RNBV, des structures vraiment qui sont opaques, avec un rôle qui est trouble. Elles ont un vrai rôle économique, mais pas seulement, c'est ça en fait, hein, Laurent? Alors effectivement, on a découvert que le groupe avait installé une quarantaine de filiales en fait aux Pays-Bas, à Amsterdam, à Schiphol, enfin à Rotterdam, un peu partout. Pas de problème sur le principe, pas de problème. Sur le principe, non. Bon, ce sont des filiales qui vont en bénéficier d'avantages fiscaux, mais comme plein de groupes, des tas de groupes français le font déjà. Hein. On a Engie, on a Thales, on a Airbus qui sont là-bas. Mais parmi ces filiales, visiblement, ces dernières années, quelques sociétés, quelques sous-filiales, sous-filiales ont parfois été créées. Et on se demande pourquoi. On commence à se rendre compte de ce qui s'est passé. Telle filiale achète un appartement à Paris, mise à disposition de Carlos Ghosn. Une autre... C'est pas son objet, hein, cette filiale. C'est pas son objet. C'est quoi l'objet de cette filiale? Celle qui achète à Paris, c'est une structure financière d'investissement. C'est assez flou. C'est une structure financière dont on ignore en réalité à peu près tout. Hein. C'est très discret. La loi néerlandaise permet la discrétion dans les sociétés. Une autre filiale, j'ai vu, devait investir dans des startups au départ, c'est ça? Et au final, se retrouve voilà, à acheter de l'immobilier. ZIA Capital, voilà. Elle a été présentée au comité exécutif comme devant investir dans les startups, dans toutes les nouvelles technologies, etc. Et puis au final, elle achète des appartements. Et alors, visiblement, il y avait un projet secret qui était de faire payer des rémunérations supplémentaires à certains membres de la direction qui, visiblement, n'auraient pas été... ça n'aurait pas été fait par ZIA, en tout cas. Mais bon, on voit ça, que c'est une révélation, c'est vous qui le sortez, encore une fois, l'existence je crois que c'est nous qui le sortons. L'existence de cette filiale était un petit peu connue depuis le début du scandale, mais on a affiné les révélations. On fait des révélations sur RNBV. Alors RNBV, oui. RNBV, par exemple, on vient d'apprendre qu'il y avait un projet de livre et de film pour les 20 ans de l'Alliance qui doit intervenir là, cette année, qui avait été budgété pour 2 millions d'euros. Ah ouais. 2 millions d'euros pour faire un livre et un documentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très bien payé. Alors après, c'était peut-être mérité. On est en train de regarder un petit peu tout ça, mais il y a plein de choses comme ça. RNBV, donc la société qui chapeaute l'alliance Renault-Nissan, a visiblement servi à payer beaucoup de consultants dont on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. On va découvrir leur nom petit à petit. Là, c'est en train de... Il y a une enquête interne qui est en train d'être menée. On découvre des choses dans la documentation. Donc voilà, avec des structures opaques qui ont une existence, une réalité économique, mais qui derrière font des acquisitions immobilières pour le compte de Carlos Ghosn. C'est ça en fait qui ressort, si j'ai bien compris. Le principal, c'est ça, effectivement. Et il y aura aussi tous ces consultants, effectivement. Alain Boer, on a révélé le rôle d'Alain Boer l'autre fois, Rachida Dati en tant qu'avocate. Ouais. Probablement d'autres. Ouais. Après moi, c'était la deuxième révélation pour le coup, c'est que c'est voilà, des rémunérations de personnalité. Mais le coup de Rachida Dati, c'est intéressant. Alors c'est vous ou c'est Bloomberg qui sortait l'info? Parce que dans votre papier, je ne comprends pas si c'est vous ou c'est Bloomberg. Alors Bloomberg révèle le nom
effectivement, Rachida Dati, avocate payée par RNBV. Mais les 600 000 balles, c'est vous. Ça, c'est nous. 600 Ouais. 000, c'est nous. Alors en même temps, 600 000 euros, j'ai envie de vous dire, Béatrice, c'est beaucoup évidemment, hein, c'est une sacrée somme. Mais c'est sur 4 ans, j'ai vu. Sur 4 ans, ça fait du 10 000 balles par mois, 10 000 euros par mois. Quand on sort et qu'on était ministre, c'est vraiment beaucoup. Tout dépend de ce qu'elle a fait derrière, après, comme travail effectif. Tout dépend de ce qu'elle a fait derrière. Non, mais c'est légal. Je veux dire, elle est avocate, elle fait un travail d'avocate, donc on n'est pas. Elle sort du gouvernement, il faut rappeler le contexte. 4 mois, en fait, après être sortie du gouvernement. Donc 2000. Donc son contrat pour RNBV commence en octobre 2009. Donc 4 mois après être sortie du gouvernement et se termine en février 2013. Donc ça, effectivement, elle est avocate, elle a le droit de le faire et d'ailleurs on ne la critique pas du tout là-dessus. Il y a juste un petit point que l'on a noté, c'est-à-dire en regardant, là, elle est obligée de déclarer au Parlement ses activités professionnelles, parce qu'elle est députée européenne. Et effectivement, sur l'année 2009, elle ne déclare pas cette activité professionnelle. Ah. C'est un petit problème. Vous l'avez interrogée là-dessus, non? Pour savoir ce qu'elle répond? Nous avons Laurent appelé, son avocat, bien sûr. Alors on a eu son avocat qui dit qu'effectivement, elle a commencé son activité en 2010. Donc elle a signé le contrat en 2009, mais commencé l'activité en 2010. Et ouais, voilà. On n'est pas tellement avancé. Hein. On n'est pas tellement avancé. Ouais. Après, le boulot qu'elle a fait, apparemment, c'était pour aider à développer le business au Proche-Orient, c'est ça? Oui, effectivement, c'est ce qui est inscrit sur la convention d'avocat qu'elle a signée. Bon, peut-être, elle a probablement développé le business de l'alliance Renault-Nissan. Okay. Probablement. Autre révélation, c'est très intéressant, c'est les zones d'ombre de l'enquête interne chez Nissan. La façon dont l'enquête a été menée, encore une fois, pose beaucoup de questions. Oui, alors c'est vrai que c'est cette enquête qui a fait tomber Carlos Ghosn. Et cette enquête, elle a démarré finalement quasiment il y a 1 an par un auditeur de EY, donc la société d'audit de Nissan, qui commence à regarder et qui pose des questions, notamment sur cette fameuse filiale ZIA, cette holding financière. Il ne comprend pas bien ce qui se passe. C'est vrai que c'est très opaque et c'est des sous-filiales. Donc, il faut vraiment ouvrir les comptes pour comprendre ce qui se passe. Il pose des questions, il ne comprend pas bien et puis là, il s'adresse à une première personne chez Nissan qui est aussi un auditeur en charge de la compliance. Voilà. Et donc, tous les deux, ils commencent à chercher, ils posent des questions. Ils n'ont pas de réponse. Et il s'adresse à un troisième larron, qui est Arinada. Alors Arinada, dans l'affaire, en fait, parce que c'est un drame shakespearien, tout ça. Arinada, c'est quand même un des très proches de Carlos Ghosn, qui a un poste très, très important. Il est vice-président de Nissan, en charge du juridique, de la compliance. Il a un très, très gros poste. Et donc, avec Arinada, ça c'est l'histoire racontée par Nissan, eh bien, ils épluchent tout ça et ils découvrent les achats, voilà. Les achats immobiliers. Les achats immobiliers. Pour le compte de Carlos Ghosn. Pour le compte de Carlos Ghosn. Ces 3 larrons, à la fin de l'été 2018, arrivent avec leur rapport, qui ne fit pas, ils travaillent tous les 3 ensemble, arrivent avec leur rapport auprès du procureur, le présentent, et le procureur dit, bon ben voilà, il se passe quelque chose, effectivement, on va nous aussi mener une enquête. Et, toujours d'après la version de Nissan, ça ne serait qu'en octobre 2018 que le patron de Nissan, Hiroto Saikawa, serait tenu au courant de cette enquête. Le problème, c'est quand on a regardé et qu'on a eu les comptes de ZIA, on s'aperçoit que le lanceur d'alerte, celui qui est présenté avec le fameux Arinada, qui est un Malais britannique, finalement, il était au conseil d'administration de cette entreprise. Donc, il savait. Donc, c'est quand même assez curieux. On peut se poser la question. Donc, nous, on ne l'a pas eu, Arinada. On a demandé à l'interviewer et ça n'a pas marché. Mais c'est quand même assez curieux de se dire qu'il ne savait pas. Par ailleurs, en juin 2018, il y a une loi qui passe à Tokyo sur les lanceurs d'alerte et qui permet à des personnes de signer une sorte d'accord avec le procureur d'immunité et qu'il est possible, là encore, on n'a pas la réponse parce que Nissan n'a pas souhaité répondre à nos questions. Est-ce que ce fameux lanceur d'alerte, au final, n'a pas bien signé un accord d'immunité avec le procureur? Les zones d'ombre dans la quête de Nissan,
Carlos Ghosn va les utiliser. Et on voit bien qu'il a commencé dans ses premières sorties dans Aux la presse, Échos aux Échos. ouais. Quand il parle de complot et de traîtrise, c'est évidemment dans la personne clé d'Arinada qu'il pense. Donc et il ça savait, fera- qu'il savait qu'il a signé les comptes Bah, et qu'il savait qu'il y il avait a des signé les acquisitions comptes. immobilières à l'étranger, à Beyrouth, à Rio, Voilà. pour Il le était compte quand de même au Carlos conseil Ghosn, d'administration de ces entreprises. Il était aussi au conseil d'administration de de ces RNPV, structures de opaques ces structures. Voilà. néerlandaises. Donc, il y a un gros point d'interrogation. C'est une grosse zone d'ombre. Par ailleurs, l'enquête de Nissan s'est poursuivie bien après l'arrestation de Carlos Ghosn. Et on sait que, là aussi c'est une révélation dans le dossier, que des hauts cadres dirigeants de Renault en France ont reçu des mails de Nissan, de gens qui s'occupaient de l'enquête de Nissan, disant travailler avec le procureur et les intimant à de venir à Tokyo pour répondre à leurs questions, ce qui est totalement illégal. Voilà, bon, Voilà. le procès, on va tout révéler, parce qu'il faut le lire évidemment, il faut lire cette enquête, le magazine sort cette semaine. Le procès commence quand après, on dit après l'été, non? On n'a pas de date Il y a pas encore de précise. Pour le moment, l'enquête continue. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que cherche précisément le procureur et ce qu'il a trouvé. C'est vrai qu'il a mis en examen Carlos Ghosn, mais le dossier même de son enquête, pour le moment, personne ne l'a vu, personne ne l'a. Bon, voilà, donc à lire évidemment la couverture, vous la voyez, Renault Monument en péril, la couverture de l'Express qui sort aujourd'hui en kiosque avec donc, cette enquête signée Béatrice Mathieu. J'ai oublié, on dit Et encore... Laurent Léger. Non, j'allais le citer évidemment. Je me dis, je rate Béatrice, on se fait depuis longtemps. J'ai oublié quelque chose ou pas dans l'enquête J'ai oublié encore un truc, on peut Une rajouter autre révélation. Une autre révélation, oui, effectivement. Laurent. Avant de se faire arrêter au Japon, visiblement, Carlos Ghosn était en train de préparer son exil fiscal, un deuxième exil fiscal vers la Suisse cette fois-ci. Il Voilà, est vous résident direz tout. fiscal Il est résident fiscal aux Pays-Bas. aux Pays-Bas. Et ben, il voulait déménager vers la Suisse, le canton de Vaud. Voilà. Et en quoi ça pose problème cette histoire? Enfin, c'est une Ça pose révélation. pas de problème. Ah d'accord, C'est- mais c'est une info de Mais plus non, oui, voilà, au c'est ça. dossier. Voilà. Une révélation de plus, donc dans cette enquête, encore une fois très fouillée, signée Béatrice Mathieu, donc rédactrice en chef adjointe à l'Express, et Laurent Léger, chef du service investigation du magazine. Merci à tous les deux. Merci. Merci.